Bonjour à tous pour notre présentation aujourd'hui sur la souveraineté et lier bien évidemment cette souveraineté à vos stratégies d'IA. Nous sommes aujourd'hui deux pour vous présenter cette session. Peut-être Victor, je te laisse te présenter. Enchanté, donc Victor Pambrun, ingénieur de formation. Je travaille chez Bull à accompagner nos clients dans la structuration de leur stratégie IA, puis leur déploiement. Et donc David Dangean, je suis en charge des activités Enterprise AI pour la France et j'ai également une deuxième casquette qui est Chief Product Officer de nos plateformes souveraines. Et ça va bien évidemment faire partie aujourd'hui des éléments qui seront évoqués dans cette présentation. Alors tout d'abord un petit mot sur Bull. On a une actualité assez dense récemment, puisque vous le savez peut-être, on a carve-outé du groupe Atos au 1er avril. On est donc maintenant 100% possédé par l'État au travers de l'agence de participation de l'État. Et on a restructuré notre portfolio, notre positionnement de marché comme étant une AI company qui adresse les sujets du bas niveau, des composants. On va chercher à vraiment renforcer la souveraineté dès la partie la plus bas niveau, sur les composants et potentiellement demain également les chips. On est également aujourd'hui très présent, on est leader européen sur la partie système, notamment système HPC. Donc on va bien évidemment consolider cette position et on va notamment vouloir de plus en plus remonter dans les couches software. Pourquoi ? Parce que la souveraineté se joue notamment sur ces couches-là. C'est via ces couches-là qu'on va garantir des hauts niveaux de souveraineté. Donc Bull demain et déjà aujourd'hui, c'est la chaîne de valeur end-to-end de l'IA, partant des composants en allant jusqu'au use case d'IA. Alors peut-être, comment parler de souveraineté sans parler de Trump qui est venu dynamiser, voire dynamiter cette thématique depuis maintenant 2 ans. Il a manipulé principalement 2 boutons. Un bouton qui est déjà l'aspect tarif douanier. Vous le savez, ça nous a occupé beaucoup l'année 2025. Un autre bouton qui est le fameux kill switch. Ce kill switch dont on parle beaucoup dès lors qu'on parle de souveraineté. Notamment sur ce bouton-là, il y a un événement en 2025, je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu passer. C'était cette boîte email d'un des juges de la Cour internationale de justice qui a été complètement bloquée via un executive order de Trump. Ça a vraiment mis en exergue cette capacité de kill switch sur un simple ordre du président. Maintenant, il s'est passé également d'autres choses. Il a manipulé l'autre bouton également, l'autre bouton pour l'accès au marché américain. Mais ça, j'ai envie de dire, si les Américains veulent subir une inflation à l'importation, c'est une chose. Mais il l'a également utilisé pour un autre pattern, et c'est passé un peu moins sous les radars de ceux qui s'intéressent moins au marché chinois notamment, il a autorisé l'export de GPU en Chine sous condition que 15% du chiffre d'affaires soit rétrocédé. C'est une sorte de TVA, sauf que ce soit payé par les habitants chinois, c'est une TVA qui allait pour rembourser la dette américaine. Donc ça, c'est vraiment un nouveau pattern, et c'est un pattern qui s'inscrit dans cette guerre économique dans laquelle on est déjà, et qui est un levier beaucoup plus facile en fait à activer, puisque quelque part ce qu'il a fait sur le blocage d'une boîte mail d'une personne, politiquement c'est acceptable, j'ai envie de dire. Le faire à l'échelle d'une entreprise, imaginez Trump bloquer l'accès à une entreprise européenne, ça créerait un émoi beaucoup plus grand. Par contre, appliquer des tarifs douaniers, il l'a déjà fait, et quelque part on est d'ores et déjà exposé demain à ce risque que sur les technologies américaines, comme il l'a fait pour la Chine, on ait une taxe TVA, non pas qui rentre dans nos caisses, mais qui vont rembourser la dette américaine. Donc ça, on va creuser juste après comment on s'y prépare, comment on contre quelque part ce risque-là, mais on voulait vraiment mettre en exergue un peu ce changement de paradigme, où on parle plus simplement du kill switch, on parle aussi de guerre économique et quelque part de vendor lock-in. Donc, vous l'aurez compris, le début de la présentation était volontairement un peu poussé pour une réaction un peu cutanée, mais la souveraineté, c'est un sujet qu'on entend un peu à toutes les sauces aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui est important pour tout le monde. Le seul souci, c'est que tout le monde en parle tellement, on en entend tellement parler qu'on ne sait plus exactement à quoi ça correspond, au point où quand un fournisseur vient nous dire qu'il est souverain, on ne sait pas trop sur quel tableau il joue. Donc nous, on s'est dit que dans un premier temps, c'était important de poser une définition un peu académique des 4 piliers de la souveraineté, qui vont crescendo, autant dans leur importance que dans la difficulté de les mettre en place.
Si on était à Outscale 2023, on se serait peut-être uniquement attardé sur la souveraineté des données. Depuis les choses ont bougé, mais la souveraineté des données, vous connaissez le principe, hein, c'est que les données restent sous votre contrôle, hein, chez vous, et que vous en restez maître tout le long. La souveraineté juridique, un peu plus dur à avoir, c'est s'assurer que qu'il n'y ait pas de petites failles légales qui permettent à des acteurs étrangers, extraterritoriaux, d'accéder et d'un peu trouver des raccourcis pour prendre vos données. L'exemple le plus connu, c'est le CloudHawk de FISA que Trump peut manipuler, hein, par exemple, pour venir accéder au nom de renseignement à des données sur lesquelles les États-Unis pourraient avoir la main. La dernière, avant que je passe la main à David, c'est la souveraineté opérationnelle. Celle-ci, c'est un peu se poser la question de est-ce que si demain je suis en autarcie, est-ce que ça fonctionne encore? Est-ce que si mon fournisseur de cloud, par exemple, me coupe les mises à jour, est-ce que dans un an, toutes les machines s'arrêtent, on est dans le noir à la maison? Donc c'est une souveraineté assez importante. On a notamment un exemple qui s'arrête pile à cette frontière-là, c'est l'exemple de Sense. Sense ont des solutions qui sont hébergées sur des technos qui ne leur appartiennent pas, et ils sont un peu bloqués à cette étape-là. Parce que Sense, si demain leurs technos ne sont plus mis à jour, plus rien ne fonctionne. Ce qui soulève un dernier point, qui est la souveraineté technologique, la plus dure à acquérir parce que c'est quand même un gros chantier. Mais sur celle-là, je passe la main à David parce que c'est un expert en la matière. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que vous voyez même un référentiel comme SecNumCloud vient quelque part valider les 3 premiers piliers sans valider le quatrième. Et c'est le cas notamment de Sense, effectivement. Si demain Trump décide de ne plus donner les mises à jour de Google à Thales, combien de temps Thales va pouvoir continuer d'opérer ses data centers? C'est une question ouverte et aujourd'hui, les experts disent qu'on parle de semaines, de mois, mais on n'ira pas à l'échelle de l'année, certainement. Hein. Il y a des risques cybersécurité qui sont trop importants. On ne peut pas maintenir une stack technologique sans pouvoir la maintenir à jour. Donc c'est un risque important. Et comment on se prémunit de ce risque-là? C'est également embrasser une souveraineté technologique. Souveraineté technologique, ça veut dire quoi? Ça veut notamment dire s'appuyer sur des stacks open source ou des stacks qu'on maîtrise soi-même et qui nous permettent de ne pas être en dépendance sur également ces couches software notamment qui sont embarquées sur ces cloud providers. Et c'est intéressant parce que ça résonne avec ce qu'on a entendu ce matin et l'introduction de Philippe Miltin qui porte un peu les mêmes valeurs côté Outscale. Quand il parle d'accompagnement et de laisser le choix à nos clients, de se protéger du vendor lock-in, c'est exactement l'objet de ce dernier pilier qui est la souveraineté technologique. Et c'est là-dessus que notamment Bull, on s'évertue d'accompagner nos clients. Il ne s'agit pas simplement de dresser un niveau de souveraineté. La souveraineté, le degré de souveraineté que vous avez besoin dépend de vos cas d'usage, dépend de vos données, dépend de la criticité des services que vous allez rendre. Et notre rôle, c'est vous accompagner avec la bonne stratégie selon la typologie de vos workloads. Donc maintenant, en termes de stratégie, comment on fait pour maîtriser ce vendor lock-in quelque part? La première stratégie naïve de maîtrise du vendor lock-in, c'est le dual sourcing. Quelque part, vous sourcez sur 2 technologies de virtualisation. VMware, comme ça a été cité ce matin, augmente ses prix. On bascule le reste de notre parc sur le deuxième fournisseur de technologie. Par contre, est-ce que ça va nous aider à lutter contre Trump? Parce que Trump, sur les GPU, il n'a pas simplement mis la taxe sur les GPU NVIDIA, il l'a mis en même temps sur les GPU AMD. Donc, il faut quelque part potentiellement se multi-sourcer sur des vendeurs de plusieurs plaques géographiques, ça vient aider. Mais également, nous, en tant que fournisseurs notamment de plateformes software et d'infrastructures Bull, on se positionne en tant que vendeur agnostique sur les couches bas niveau, comme ça a été explicité également ce matin côté Outscale. On va vous permettre de pouvoir aujourd'hui faire le choix d'NVIDIA parce que c'est la meilleure technologie disponible. Demain, de basculer sur un acteur peut-être européen. Il y a des boîtes comme Vesora, il y a des boîtes comme OpenChip, il y a des boîtes comme tant d'autres qui sont en émergence, Accelera. On fait de plus en plus du business sur des AI Factory européennes sur ces technologies-là. Cependant, c'est des technologies en voie de maturation. Et il va falloir quelques années pour qu'elles soient complètement compétitives face à ces acteurs-là. Donc, positionner quelque part une plateforme qui vous abstrait de ces couches basses
et vous permettre de vous rendre agnostique de ces technologies, c'est vraiment un enjeu et une solution pour couvrir pour vous prémunir de ce vendor lock-in. On le fait sur les infrastructures, on le fait également au niveau des modèles. C'est vrai que ce matin, Outscale a beaucoup insisté sur cette capacité à prendre le meilleur des modèles disponibles pour vos cas d'usage, et Outscale vous laisse le choix. Nous, c'est exactement pareil effectivement sur nos stratégies de plateforme d'IA. On a une deuxième, deuxième stratégie forte qu'on déploie sur nos plateformes, c'est on ne veut pas être un éditeur black box. Vous savez, souvent les éditeurs, ils viennent, ils vous disent ce qu'il y a sous le capot, ça nous concerne, c'est la meilleure technologie du monde, croyez-nous, et ils vous déploient quelque part leur solution, et ils vous disent, faites-nous confiance, déléguez-nous tout le scope. Ici, dans notre démarche à nous, on veut promouvoir l'open source, on ouvre le capot, et on vous dit ce qu'il y a sous le capot. Donc c'est vraiment une approche qui est un peu différenciante. On ne se veut pas être un acteur qui va cacher quelque part ses secrets de fabrication, ses secrets de recettes, etc. On se veut vouloir être interopérable, compatible, et donc on ouvre volontairement le capot et on dit quels sont les open source qu'il y a dessous. Bien évidemment, la gouvernance de cette plateforme, c'est nous qu'en avons la gestion, mais on y associe bien évidemment le board de nos utilisateurs, etc. Et on sait également donner la parole à nos clients pour influencer cette roadmap. Et les clients qui divergent de cette approche peuvent faire des choix. Et on va le voir sur le set d'après. Et là, vous auriez envie de dire, mais David, tu nous dis n'importe quoi. Parce que si on veut faire la souveraineté, pourquoi on ne fait pas tout nous-mêmes? T'es bien gentil avec ton produit, moi je peux tout faire à la maison. Bon, on rentre sur le dilemme classique que vont avoir nos clients. C'est le dilemme de est-ce que je développe moi-même ou est-ce que je passe par un fournisseur pour avoir accès à ce service? Et on peut avoir l'impression que quand on développe nous-mêmes, on revient maître de notre destin et qu'on va tout gérer. En réalité, pas tellement. On va plutôt déplacer nos dépendances. On déplace la dépendance via un fournisseur à la dépendance vis-à-vis de nos capacités en propre, de nos skills en interne. Et ça soulève beaucoup de sujets. Déjà, si vous avez des gens très compétents à l'interne qui savent faire de l'IA, bonne chance pour les garder. Le milieu est un peu tendu, on va dire, donc les gens se font chasser. Il va falloir garder les gens qui ont conçu votre solution. Premier enjeu. Deuxième enjeu, quand on fait en interne, la phase de construction de l'outil, la solution, c'est sexy, tout le monde a envie de la faire. Tout le monde a envie de faire la phase de build. En revanche, quand il faut faire la maintenance, le debug, etc., c'est pénible. Et quand on est vendredi soir à 18h, que la plateforme crash, c'est vous tout seul avec vos galères. Donc ça, c'est un peu le revers de la médaille du make. En revanche, de l'autre côté, on a la solution où on achète, on passe par un fournisseur. Et alors là, cette fois-ci, on s'expose à une autre dépendance qui est qu'on est totalement dépendant d'un fournisseur. C'est confortable, le fournisseur gère tout ce que je viens de citer précédemment qui est pénible, donc le développement, le SAV si on veut dire. En revanche, le souci, c'est que quand vous passez par un fournisseur, si vous voulez en changer, je ne sais pas si certains sont déjà passés par cet épisode rigolo, c'est pas évident. Des fois, on a un devis de sortie qui s'approche du devis d'entrée. Voilà. Donc là, comme ça, on dirait qu'on est devant un dilemme non réconciliable. Soit je suis complètement dépendant de mes compétences en interne, il va falloir que je mette des sous. Soit je suis complètement dépendant d'un fournisseur et je suis bloqué avec lui à vie. En réalité, c'est pas si binaire. Et j'ai un peu taclé David avant, mais sa solution est quand même pas mal, parce que entre le 1 et le 0, il y a le 0.5, qui est notre solution white box open source. En réalité, nous, ce qu'on permet, c'est un peu le meilleur des deux mondes. On peut avoir tous les aspects intéressants du buy, c'est-à-dire on vous aide à déployer les solutions, on gère toutes les tâches pénibles. En revanche, on est totalement transparent. Ce qu'on met en place, c'est réversible, c'est interopérable, ce qui veut dire que le jour où vous vous sentez potentiellement prêt pour basculer vers du make et que ça s'aligne avec votre stratégie personnelle, vous pouvez basculer facilement sur du make sans avoir à vous arracher la peau. Voilà, tout simplement. Donc, nous, on propose un peu le meilleur des deux mondes. Et comment est-ce que ce meilleur des deux mondes se déploie? Je repasse peut-être le micro à David pour notre dernière slide sur les modes de déploiement. Tout à fait. Donc, en plus de vous accompagner, vous l'avez compris, dans cette démarche white box open source, on vous donne le choix sur la méthode de déploiement. On a encore beaucoup de clients
qui aujourd'hui sont on-premise, et en plus, ça tombe bien, on vend des infrastructures aussi. Alors, on s'applique à nous-mêmes les patterns qu'on vous pousse. Hein. Donc, il n'y a pas de vendor lock-in entre notre couche plateforme software et notre infrastructure, donc hardware. Si vous souhaitez acheter l'un ou l'autre, c'est tout à fait possible. Et notre software est en compatibilité avec, bien sûr, les autres fournisseurs hardware du marché. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui veulent quelque part bénéficier d'une plateforme on-premise. Ça peut être le cas, vous savez, quand on est OIV, on est régi par la loi de programmation militaire sur la partie du IT qui est système critique. Si je prends un opérateur télécom, le cœur de réseau, ce qui permet de téléphoner, est tagué système critique et ne peut pas être éligible à du cloud public, ne peut pas être même éligible, ça dépend, il y a des degrés dans la loi de programmation militaire, à du SecNumCloud. Donc cette partie-là doit rester on-premise sous contrôle et maîtrise totale de cet acteur OIV. Donc dans ce cas-là, on est quelque part sur un on-premise quelque part obligé. Donc on est là pour l'accompagner et lui apporter les meilleures technologies possibles et un écart minimisé par rapport à ce qu'il peut trouver sur le cloud public. Mais ensuite, on a également des niveaux de criticité un peu moindres qui seront pertinents d'être déployés sur le cloud souverain. Et on a également des cas d'usage. Si je reprends cet exemple du télécom opérateur, quand je veux travailler mon churn, c'était un sujet marketing. Ça ne met pas en péril quelque part les services critiques. Ça peut mettre en péril la société parce que si on perd les clients, c'est pas bien. Et là-dessus, on a besoin des dernières technologies, l'agilité et le time to market qui est apporté par le cloud public et notamment les hyperscalers. Et donc, on va vouloir hybrider également les stratégies. Donc, on se positionne non pas simplement comme le partenaire des cas d'usage souverains, on se positionne également en acteur capacité de vous accompagner sur de l'hybride, et ça tombe bien. Notre plateforme, on l'a construite sur des briques open source qui se veulent être les mêmes fondations que Databricks notamment. On a un vrai partenariat avec Databricks et on se positionne de plus en plus comme le play souverain de Databricks qui va vous permettre d'embrasser le public cloud sur les parties non sensibles, etc. et tirer profit d'un acteur comme Databricks, qui est un leader mondial aujourd'hui sur la data IA, sur les plateformes hyperscalers. Et puis ensuite, n'ayez pas de gap, quelque part, de skills à acquérir. Ça sera les mêmes technologies qui tourneront d'une autre façon sur notre plateforme à nous, sur les plateformes on-premise ou cloud souverain, avec des capacités exclusives comme du data sharing, rendu compatible entre les deux plateformes pour faire transiter des données. Donc voilà un bref aperçu de ce qu'on est en train de construire. Bull, c'est plus simplement du hardware, c'est également des plateformes d'IA souveraines et cette capacité à vous accompagner dans toute la complexité de vos SI, que vous soyez acteur du secteur public, de la finance, OIV ou autre société soumise à de la régulation ou des contraintes de souveraineté, on sera ravis de vous accompagner dans toutes ces démarches. Et pour les questions, ouais, on n'a peut-être plus beaucoup de temps. On a notre stand qui est juste là. Donc on vous propose de faire quelques pas et de venir nous voir sur notre stand pour échanger en one-to-one. Victor et moi, on sera super ravis de répondre à toutes vos questions. Et merci beaucoup pour votre écoute. Et à très vite.